Bonjour à toutes, bonjour à tous. Valentin Franc avec vous pour ce point de marché, ce dernier point de marché de la semaine. Nous sommes le vendredi 25 août 2017. Aujourd'hui auront lieu les discours de Janet Yellen et Mario Draghi à Jackson Hole, euh, dans lesquels les spéculateurs, les analystes, les experts, la communauté économique et financière essaieront de trouver des indications concernant les futurs mouvements, les futures décisions de ces deux banquiers centraux. Est-ce que la Fed va procéder à une troisième hausse des taux cette année et est-ce qu'elle va réduire son bilan? Et à l'inverse, est-ce que Mario Draghi va arrêter le quantitative easing ou en décembre, comme ce qui est prévu? Est-ce qu'il va prononcer une hausse des taux pour 2018? On ne sait pas. En tout cas, c'est les facteurs que les marchés essaieront de trouver des explications. Alors bonjour à vous François, Pierre-Yves que je salue également, Luc, bonjour à vous. J'ai pas eu le temps de répondre à votre tweet, donc on va y répondre ensemble. Gilles, bonjour. Valentin, son image Hoc 5 sur 5. Eh bien écoutez, merci à vous Gilles, merci et bonjour. Rebonjour à vous François, toujours en retard. Alors non, je ne suis pas en retard cette fois-ci. Bonjour François Hoffman que je sais également, voilà. Bien le bonjour à tout le monde, comme dirait l'ami Daniel. Daniel qui est un des auditeurs également. Alors, trader avec effet de levier comporte un risque élevé ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Résumé des sciences américaines et asiatiques. Globalement, ordre mitigé sur les marchés actions américains et asiatiques. Alors, aux États-Unis, on a eu plutôt une séance baissière sur les marchés actions, alors que en Asie, c'était plutôt mitigé, donc on n'a pas vraiment de signaux qu'on peut déduire de ces informations-là. Le yen qui recule avec le gold quasiment instable, moins 0,01%, le yen qui semble avoir fait son point haut, mais attention, les tendances du forex dépendront quasiment exclusivement des deux discours qu'auront lieu aujourd'hui, et ça devrait créer des nouvelles tendances, et bien surtout le FX. Même si on n'a pas de discours du gouverneur de la Banque du Canada, l'USD fera pression ou non sur le dollar CAD et sur toutes les autres devises, que ce soit le yen, le CHF, voilà, toutes les autres paires de devises réagiront à ces deux discours. C'est pas parce qu'on n'a pas le gouverneur de la BOJ ou de la RBNZ qui ne sont pas attendus que le yen et la UD ne vont pas réagir. Loin de là. Donc voilà, le DXY hier qui a progressé avec le rendement des bons américains. Calendrier économique de la journée, alors on a eu l'IPC, l'inflation japonaise annuelle, ressortie à 0,4% comme la prévision qui a été faite il y avait de cela quelques semaines. L'IPC Core à 0,5, donc hors alimentation et hors énergie, on a une inflation de base sous-jacente à 0,5, ce qui est encore très très faible et très très loin de l'objectif à 2%, mais en tout cas c'est en progression. Donc c'est un bon point. 8 heures a été publié le PIB brut allemand dans la lignée du consensus, 2,1% sur d'un point de vue annuel. Et donc à 10 heures nous aurons l'enquête IFO en Allemagne, 14h30 commande des biens durables, 16 heures Yellen qui prononcera à Jackson Hole et 21 heures Mario Draghi. Voilà. Et entre-temps, on aura la plateforme de forage en activité qui sera particulièrement attendue parce que la semaine dernière, on a eu la plus forte baisse depuis le début de l'année du nombre de plateformes euh, aux États-Unis, la baisse de plateformes aux États-Unis, pardon, on a eu moins 5 il me semble, 5 plateformes en moins. Donc s'il y a une baisse qui se confirme, alors le pétrole, le marché, les investisseurs, les spéculateurs du pétrole devraient réagir positivement à cette annonce. Voilà. Alors bonjour à vous Emmanuel. On passe tout de suite au marché. Alors voilà, j'ai Luc Ignotti, ce ne sont des interprétations pas très claires. Alors oui, en fin de compte, hein, mon commentaire que je disais, USD Yen, divergence aussi en formation en attendant les banquiers centraux, tout simplement parce que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, eh bien il y a les deux plus puissants banquiers centraux, quasiment les deux plus puissants, en tout cas ceux des deux devises les plus tradées au monde, les plus disponibles au monde, eh bien s'exprimeront et créeront une nouvelle tendance, eh bien que ce soit sur l'USD Yen, l'USD CAD, l'euro GBP, etc., etc. Donc soit on aura un rebond, par exemple si on a une Janet Yellen assez confiante, le marché paiera le dollar, confirmera la divergence et ça partira à 114. Donc à contraire, si on a plutôt un sentiment
un sentiment d'inquiétude face à l'inflation américaine. En tout cas, si le marché ressent cela dans le discours de Janet Yellen, alors la divergence ne sera pas confirmée et l'USD-Yen pourra repartir à 108. Voilà. Est-ce que ça va bouger même après 21h de la part de Luc? Alors non, parce que le marché ferme à 21h, enfin 21h, pardon, heure française, donc ça va bouger, oui, mais très très peu. Enfin très très peu. Après, voilà, c'est compliqué ça va dépendre des propos bien évidemment, mais concrètement, la séance européenne sera fermée, donc les institutionnels européens ne seront pas présents. Il y aura que la séance américaine. Voilà, c'est pas comme si c'était à 15h ou à 16h, où là le discours de Janet Yellen sera volatile parce que ça va manger entre la séance européenne et américaine. Et donc il y aura beaucoup de flux. Alors qu'à 21h, il y aura que la séance américaine. On sera en fin de semaine. Donc il devrait y avoir un petit peu moins de volatilité. Après, tout va dépendre de ce que Mario Draghi dit. Si bien évidemment il y a des nouveautés, le marché réagira à celle-ci. Donc voilà, tout va dépendre un petit peu des propos. Mais normalement, il y aura moins de volatilité à 21h que à 16h. Voilà. À suivre tout de même. Oui, à suivre tout de même. Alors personnellement, je ne vais pas suivre le discours. Je regarderai un petit peu cela ce week-end. Mais voilà. Alors on passe au marché. Alors donc l'USDN, comme vous avez pu le constater, on a une divergence qui n'est pas encore validée. Tout va dépendre du DXY, comme vous l'avez bien compris. Le momentum est haussier sur DXY, alors que le prix consolide. Donc voilà, tout va dépendre vraiment. Le marché semble attendre. Et c'est pas qu'il me semble, c'est que c'est le cas. Le marché attend Janet Yellen et Mario Draghi. Il n'y a pas de mouvement ce matin. Ce matin et cette nuit, il n'y a pas vraiment eu de mouvement. DXY il est à plat. L'eurodoll, il est en consolidation depuis maintenant 3 semaines. Vous voyez, depuis le début du mois, il est en consolidation. Donc là, concrètement, soit ça casse vers le bas. Alors l'eurodoll, c'est celle qui est la plus exposée à la volatilité parce qu'on a le discours de Mario Draghi et Janet Yellen, donc l'euro et le dollar. Donc l'eurodoll, c'est celle qui est maintenant en consolidation depuis pas mal de temps. Et c'est celle qui fera face à 2 discours. Alors que par exemple l'USDN, ça ne sera qu'un discours, ce sera que Janet Yellen. Voilà, donc l'eurodoll, ça sera la paire sans doute de la semaine prochaine où on aura une nouvelle tendance. Soit ça casse à la baisse et on viendra à 15, soit ça casse à la hausse et on ira chercher les 1,20 voire 1,22. GBP-USD rebond de la part de Pierre-Yves. Alors oui, petit rebond suite à l'inflation, suite à la croissance d'hier. On a eu un petit rebond intraday. Maintenant, est-ce qu'on a un rebond aujourd'hui? Pour le moment, non. Le momentum est clairement baissier. On n'a pas de divergence entre le prix et l'indicateur. Voilà, encore une fois, tout va dépendre de Janet Yellen. Techniquement, c'est baissier. On a la cassure de ce biseau. Donc on a eu un signal baissier. Le momentum, vous voyez, est en territoire majoritairement vendeur. Le sentiment, regardez un petit peu, il est de plus en plus à l'achat. Donc ça appuie notre analyse baissière, étant donné que cet indicateur est un indicateur contrarien. Donc voilà, techniquement, on a un GBP-USD qui est clairement baissier. Après, encore une fois, moi je ne vais pas donner de stratégie pour aujourd'hui, étant donné que tout va dépendre de Yellen et de Draghi. C'est un petit peu la roulette russe aujourd'hui. Si vous tradez, en tout cas, faites attention à ne pas trop vous exposer ou à pas trop laisser des positions pendant les discours de Draghi et de Yellen. Voilà. Donc rebond, moi en tout cas d'un point de vue technique, je n'anticipe pas de rebond, je suis plutôt à l'inverse baissier jusqu'à 1,26. Voilà. Après, encore une fois, tout va dépendre de Janet Yellen. USD CAD. Alors le CAD, alors il est vraiment haussier le CAD. Je voulais vous partager un graphique. Regardez ce pétrole, ce pétrole en noir avec le CXY. Non, pardon, l'USD CAD inversé. Vous voyez que l'USD CAD il est bullish et le pétrole. Alors il essaye d'être haussier, mais bon, il a un peu de mal. En tout cas, ce qu'il faut comprendre sur le pétrole, c'est qu'on a donc les plateformes qui vont être décisives pour cette configuration chartisme. Soit le pétrole casse à la hausse ce triangle et alors l'objectif sera haussier jusqu'à un mode mobile à 200 jours, voire même les $50. Et à l'inverse, s'il casse à la baisse ce triangle, ce sera un retour à $45. Et dans ce cas-là, eh bien, le CAD réagira directement à ces cassures. On a un pétrole qui est haussier, le CAD sera soutenu. On a un pétrole qui sera baissier. Si on a un pétrole qui est baissier, pardon, on aura un CAD qui sera affecté.
et donc l'USD CAD devrait remonter. Voilà, donc tout va dépendre ce soir du nombre de forages, du nombre de plateformes, l'évolution des plateformes d'après Baker Hugg. Donc voilà, si on a des plateformes en moins, ça soutiendra le pétrole, l'USD CAD s'enfoncera. Et à l'inverse, si on a une progression du nombre de plateformes, on aura un dollar CAD qui sera haussier. Un USD CAD pardon qui sera haussier. Voilà, donc tout va dépendre vraiment de ce que de ces plateformes et de Janet Yellen encore une fois. AUD USD, la USD USD, vous voyez, consolide, regardez les doji. Sur le Forex, on a que des doji, hein. On regarde l'USD CAD, on a, bon, un petit peu moins parce qu'on a le pétrole qui joue un petit rôle. L'USD Yen, on a une consolidation depuis une semaine, depuis le début de la semaine. On est dans un range entre 109,70 et 108,80, donc dans un range de 100 pips. La USD, 1, 2, 3 doji, et vous voyez qu'ici ça consolide. La UDNZD, bon, c'est toujours haussier puisqu'on a une sous-performance du NZD. NZD USD, c'est toujours baissier. On a vraiment, en fait, les tendances dans ce moment, c'est baisse GBP, baisse NZD. L'USD, le yen, pardon, qui reprend sa baisse. Regardez un petit peu. Alors, on va regarder ensemble le graphique que j'ai posté ce matin. Voilà. Ça, c'est sur 5 jours glissants. Les tendances du Forex, donc c'est le CAD face au dollar, l'euro face au dollar, etc. Pourquoi j'ai pas mis les index? Pourquoi j'ai pas mis le CAD index, etc. Parce que les index ont un jour de latence. Alors que celle-ci, c'est en temps réel. Voilà. Donc oui, c'est que face au dollar. Donc concrètement, c'est toutes les devises face au dollar. Mais bon, ça nous donne au moins plus d'indications en temps réel. Le CAD, vous voyez, c'est la devise la plus forte en ce moment, sur les 5 jours glissants en tout cas, face au NZD ou face au GBP. Voilà. Donc CAD, GBP CAD ou NZD CAD, ça va être des devises, c'est des devises qui sont en tendance depuis le début de la semaine et qui pourraient continuer selon le pétrole encore une fois. Donc GBP CAD, voilà, on avait un objectif baissier, toujours d'actualité. Donc là on arrive sur un niveau de support, c'est l'objectif 1,60. Donc si pour ceux qui sont sur le GBP CAD, je pense que la prise de bénéfice peut se faire dès maintenant. NZD CAD, il me semble pas que nous avons eu des scénarios dessus. Donc voilà, le NZD CAD arrive sur des supports. Vous voyez que vraiment tout le FX, que ce soit les paires majeures ou les paires croisées, ils arrivent sur des seuils psychologiques. 0,90 sur le NZD CAD, GBP CAD c'était 1,60 il me semble. GBP USD on est à 1,28. L'eurodoll on est à 1,1778, donc 1,18. Voilà, vous voyez, échec sur 1,18. Voilà, concrètement, on n'est que sur des seuils. Le marché attend. Il n'y a aucun mouvement ce matin. Donc, concrètement, le Forex ne va pas être très, très intéressant. Tout de même, on va essayer de trouver des scénarios. Parce que c'est un petit peu ce que vous cherchez, ce que nous cherchons, vous et moi. Donc, on va essayer de remettre ces devises. Donc, JPY USD, Euro USD, GBP USD, NZD USD, AUD USD. Il faut bien que j'écrive les tickers, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Alors, on va mettre un code couleur que vous avez l'habitude de connaître maintenant. Alors, si vous avez des questions, parce que j'aurai un peu plus de temps aujourd'hui, ça va aller un petit peu plus vite en termes du point de marché, étant donné que il n'y a pas grand chose à dire. N'hésitez pas s'il y a un actif sur lequel vous voulez que j'analyse, il n'y a aucun souci. Donc le CAD semble être légèrement haussier, donc là on va chercher vraiment des stratégies de très court terme pour la matinée. On va essayer de ne plus avoir de position avant Janet Yellen. Voilà. Donc on a jusqu'à environ 15 heures pour avoir un petit temps de délai, parce que le marché il se peut qu'il soit un petit peu volatile avant Janet Yellen. Donc on va dire à 15 heures, plus de position. En tout cas, plus de position de court terme, et honnêtement, j'éviterai d'avoir des positions de swing trading. Alors le CAD est haussier, le yen est baissier. Donc CAD yen, ça va être intéressant. On a également le NZD. Donc le NZD consolide moins 0,20, l'euro qui retrace moins 0,26. Voilà, donc le CAD, on va dire, on va le payer face au yen. C'est les devises les plus extrêmes, les plus écartées dans cette borne. Vous voyez, donc le CAD le plus fort, le yen le plus faible. On va avoir la meilleure tendance à court terme. Donc CAD yen c'est boule depuis le début de la semaine.
Et voilà, on va essayer, alors à très court terme, hein, encore une fois, ça va être compliqué d'avoir un vrai scénario, mais, euh, mais bon. Alors Cadienne, j'aurais tendance à dire, vous voyez, même en 5 minutes, y a pas grand mouvement. Alors, on va essayer quand même, je vais essayer de vous trouver quelque chose. Je dirais déjà la moyenne mobile à 50, vous voyez que c'est un bon niveau de résistance ici. Euh, voilà, ça a été un bon niveau de résistance de court terme, bien évidemment, mais c'est ce qu'on cherche, on cherche du court terme. Donc à la rigueur, si vous voulez trader ce matin, je pense que le Cadienne offre la meilleure configuration. La meilleure configuration jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours, qui est à 87,72. Le cours actuel est à euh, alors 87,65. Bon, il y a 7 pips à aller chercher, c'est pas très intéressant honnêtement pour 7 pips. Après, vous faites ce que vous avez envie, mais en tout cas, ça, c'est la plus forte tendance sur le FX ce matin. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire, ce que vous estimez être le meilleur à faire. Pour ma part, pour être honnête avec vous, je reste à part, je reste de côté aujourd'hui. Je reste simple observateur. Marché action en repli, enfin en repli, en attente plutôt. On a une légère ouverture en repli, vous voyez, Eurostoxx moins 0,05%. Voilà, vous voyez un doji, des corps qui sont de plus en plus petits, signe d'indécision du marché, qu'il n'y a pas vraiment de direction. Donc les chandeliers tendent de plus en plus à être des doji ces derniers temps. C'est par un hasard. C'est tous les marchés qui sont comme ça. Pourquoi? Eh bien déjà parce que août c'est, comme vous le savez, une période de faible volume, étant donné que les institutionnels sont la plupart en vacances et c'est eux qui font un petit peu c'est eux qui font le marché. Donc déjà on a une période estivale et en plus de cela le marché attend Jackson Hole, surtout que ces deux discours sont très attendus. Étant donné que voilà, la Fed, il y a une indécision totale et la BCE a des indicateurs macroéconomiques qui sont vraiment très bons depuis le début de l'année, qui surprennent euh, les investisseurs, le marché, les spéculateurs. Voilà, les analystes ne t'appelaient pas pour des aussi bons chiffres macro. Je vous rappelle, on a eu des super bons chiffres de market en début de semaine. Donc voilà, on a eu depuis le début de l'année la zone euro qui surprend un petit peu. Et donc on a une spéculation extrêmement importante. Et voilà, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que la BCE procédera à une hausse des taux en 2018 et est-ce qu'elle va bien arrêter le quantitative easing en décembre? Eh bien, depuis on va dire 2 mois, en tout cas, il y a des probabilités qu'elle n'arrête pas le QE en 2018 parce que la hausse de l'euro, cette hausse de plus de 13% face au dollar, depuis le début de l'année, eh bien, impacte l'inflation, impacte légèrement les chiffres enfin légèrement, plus ou moins les chiffres macroéconomiques. Voilà. Donc le CAC, vous voyez, consolidation, on va avoir aucun scénario en intraday sur les indices européens, je vous le dis. Et pour ce qui est du swing trading, pareil, aucun scénario. Si on a une baisse de l'euro, les marchés actions seront soutenus et ça sera haussier jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours. Néanmoins, pour le moment, je garde toujours mon scénario baissier jusqu'à 5000 points à moyen terme. Voilà. Mais je parle pour la semaine prochaine. Selon le discours de Mario Draghi, ça peut casser à court terme ce canal, puis le réintégrer. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc je reste neutre aujourd'hui sur les indices. USD Yen. Alors, nous demande une USD Yen, une target intraday jusqu'à 110,15. Qu'en pensez-vous? Merci, court terme. La target de la part de Franck. Alors, très bien. Alors, 110,15. Ça me semble assez élevé quand même pour être honnête avec vous. 110,15, ça fait 50 pips depuis ici. Alors après, c'est spéculatif dans le sens que si Janet Yellen est plutôt rassurante, oui, les 110-15 seront largement atteints. Maintenant, si Janet Yellen, eh bien, propage plutôt, enfin, nous fait ressentir un peu des inquiétudes, un manque de confiance, euh, manque de sérénité, alors le SDN s'enfoncera. Par contre, avant Janet Yellen, est-ce que les 110-15 pourront être atteints? Pour être honnête avec vous, ça m'étonnerait. Voilà, il n'y a pas, je doute fortement que le SDN atteigne 110-15 avant le discours de la Fed. Voilà. Donc
pour moi, je ne pense pas que ça sera atteint. Après, selon le discours, pourquoi pas. L'or, alors, de la part de François, alors, pouvez-vous parler de l'or? Bien évidemment, l'or, alors, l'or c'est pareil, hein, sous l'influence du dollar et des bons américains, donc sous l'influence de Trump et de la Fed, particulièrement de Trump vous savez, pose des inquiétudes sur le marché, c'est pour ça que le gold, eh bien, superforme le S&P les 2 tiers du temps depuis le début de l'année. On a le S&P qui marque des nouveaux records, mais on a le gold qui superforme. Voilà. Si on regarde par exemple, alors, voilà, on va regarder par exemple le gold face au SPX. On va se mettre sur depuis le début de l'année. Voilà. Alors quand la droite est haussière, c'est-à-dire que le gold superforme. Et quand c'est baissier, c'est-à-dire que le S&P superforme en termes de pourcentage. Ça ne veut pas forcément dire que le S&P est baissier, mais ça veut dire que ça veut pas dire pardon que le gold est baissier, mais ça veut simplement dire que par exemple si le S&P fait plus 10% et que le gold fait plus 8%, on a une superperformance du S&P et donc la droite est baissière. D'accord? Et donc si on vous voyez que globalement en termes de majorité, on a si on devait un peu découper ce graphique, les 2 tiers du temps, c'est le gold qui superforme. Et on regarde, si on met gold, alors plutôt SPX, on va essayer de trouver un graphique vierge, US 500, probablement, non. Bon, S&P comparé au gold depuis le début de l'année. Alors là, nous avons le gold qui est en jaune, le S&P en vert. Dans quelques moments. Ah, génial. Excusez-moi, non, c'est pas très lisible. Bon, c'est pas grave. Alors, le S&P, vous voyez que le gold, vous voyez, super forme le S&P depuis maintenant depuis le début de l'année. Les 2 tiers du temps, le gold est supérieur au S&P en termes de pourcentage. Voilà. Alors, donc voilà. Donc pour ce qui est du gold S&P, donc il y a une divergence baissière d'un point de vue technique. On est sous seuil psychologique. Cette divergence apparaît. Donc d'un point de vue technique, moi je serais plutôt baissier. Maintenant, encore une fois, tout va dépendre de Yellen et de Trump. Je vous rappelle, bon, Yellen, je vous l'ai assez dit depuis le début de vos webinaires, mais Trump, il y a maintenant des nouvelles interrogations concernant le financement du mur du Mexique. Alors, Donald Trump demande à son gouvernement et, euh, de remonter le plafond de la dette pour financer ce mur. Néanmoins, ça pourrait rencontrer des problèmes au niveau de l'Assemblée, enfin des différentes institutions. Et on a des agences de cotation qui pourraient remettre en cause qui pourraient changer la note souveraine de des États-Unis. Donc déjà qu'elle avait perdu son triple A, il me semble, il y a quelques temps. Elle pourrait perdre une nouvelle note. Enfin, elle a perdu son triple A, pardon. C'est Moody's qui a fait perdre le triple A, me semble-t-il. Mais par contre, Fitch et la dernière annonce la dernière agence qui est, je ne sais plus qui, mais bref, Fitch a annoncé qu'elle pourrait revoir cette note cette note qui a un impact conséquent sur le rendement des obligations. Donc s'il y a une dégradation de la note, c'est un peu comme ce qu'on a eu avec la Grèce. Enfin, c'est pas à la même échelle puisque la Grèce a vraiment une note presque catastrophique, mais voilà, concrètement, si on a un rabaissement de la note, eh bien on a des taux qui sont moins recherchés par le marché. Parce que le marché sur les marchés obligataires, eh bien c'est un petit peu le marché de la sécurité, d'accord. Et donc le marché tend, les investisseurs préfèrent les notes positives parce que ça veut dire tout simplement qu'ils ont plus de chances à être remboursés. Voilà, excusez-moi. Par rapport si vous empruntez si vous prêtez à la Grèce, voilà, je ne dis pas que elle fera défaut, hein, pas du tout, mais
concrètement, il y a moins de chances, qu'il y a plus de chances qu'elle rencontre des difficultés à rembourser cette dette plutôt que les États-Unis ou la France. Donc voilà, donc Fitch pourrait rabaisser cette note américaine et donc faire remonter les taux. Ce qui veut dire remonter les taux, c'est-à-dire que les États-Unis emprunteront à un taux plus important, donc ça sera beaucoup plus coûteux. Alors ça va pas exploser le taux, mais ça pourrait créer une nouvelle tendance, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc Fitch, si elle revoit ce taux, bien voilà, ça pourrait être délicat pour la dette américaine. Donc voilà, affaire à suivre. Affaire à suivre. Est-ce que Fitch va comment dire, revoir la note des États-Unis. Est-ce que Trump va réussir à faire financer ce mur? Si oui, comment? Est-ce qu'il y aura des nouvelles inquiétudes? Est-ce qu'il y aura des nouvelles menaces? Ça, le God réagira. Et en plus de cela, on aura la Fed d'aujourd'hui. Donc d'un point de vue purement technique, moi je suis baissier. Maintenant, encore une fois, attendons. Regardez aujourd'hui. Là, on est le chandelier du vendredi 25 août. On a une journée, une séance asiatique qui s'est passée. Et voilà, depuis l'ouverture de ce chandelier, il n'y a rien. C'est le néant. Le gold qui oscille entre 1287 et 1285 entre 2 dollars. Voilà, c'est comme le dimanche 20 août. C'est donc comme ce qu'on a eu dimanche dernier. Donc je vous rappelle le dimanche, il y a 1 heure ou 2 heures, pardon, où c'est coté. Et donc on a eu comment dire, la même amplitude pendant toute la séance asiatique cette nuit que ce qu'on a eu en 2 heures dimanche. Voilà, donc concrètement, il y a vraiment une patience. Pourquoi vous parlez jamais du Russell 2000 à part de François? Ah, écoutez, François, je n'en parle pas. Déjà parce que je ne regarde pas beaucoup pour être honnête avec vous. Je dois le regarder peut-être une fois par semaine. Et de plus, j'ai personne qui me demande le Russell 2000. Mais mais on peut le voir ensemble, bien évidemment. On va le regarder tout de suite. Mais voilà, tout simplement parce qu'il n'y a aucune demande là-dessus. En tout cas, moi, j'en vois aucune. Donc c'est pour ça que je ne pensais pas que ça intéressait des gens. Donc je vais y venir. Avant tout, j'avais une question de la part de François que j'ai un petit peu, excusez-moi François, que j'ai un petit peu oublié. Alors, la UDNZD, jusqu'où peut-il aller? Eh bien écoutez, moi la UDNZD, je reste aussi jusqu'à 1,1. D'un point de vue technique, voilà, on a toujours une sous-performance du NZD, ce qui soutient la tendance. On est relativement proche des 1,1, donc si vous voulez prendre des bénéfices maintenant, écoutez, ça en vaut la peine. La UDNZD, on est dessus depuis maintenant pas mal de temps. Je ne sais plus exactement, là on avait un scénario haussier, mais il me semble qu'on n'est pas rentré sur la UDNZD le mardi 8 août, on est rentré il me semble un petit peu avant, alors j'ai un doute, mais à la rigueur, même si on est rentré le mardi 8 août, eh bien, alors, ça fait quand même 215 pips de gain. Donc à la rigueur, voilà, si vous voulez la jouer défensive, ce qui est totalement compréhensible avant Yellen et Draghi, au pire des cas, si vous auriez attendu 1-1, c'est seulement entre guillemets 27 pips. Donc voilà, à vous de voir. Mais si vous prenez bénéfice sur la UDNZD maintenant, voilà, ce n'est pas comment dire, c'est tout à fait compréhensible et ça serait peut-être plutôt une bonne chose. Voilà. La UDND, donc jusqu'à où? Eh bien, comme je vous dis, 1-1. Et d'un point de vue technique sur du moyen terme, la tendance, elle pourrait continuer jusqu'à 1,11 où il y a cette oblique baissière qui vient chercher tous les points hauts depuis mi-2015, depuis 2 ans. Voilà. Donc, d'un point de vue purement technique, les UDNZD pourraient progresser à terme jusqu'à 1,11. Mais pour le moment, voilà, 1,1, ça me semble déjà bien. Et donc, le Russell 2000. Alors, le Russell 2000, est-ce que je l'ai par ici? Le Russell 2000, voilà. Alors, on va faire le graphique. Alors, le Russell 2000, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, c'est un indice américain, mais qui est composé surtout de petites et moyennes entreprises. Voilà, donc ça a été un des indices les plus performants à l'élection de Donald Trump, parce que je vous rappelle, l'élection de Donald Trump, c'était États-Unis First. Donc les petites entreprises qui devaient être soutenues par la baisse de la fiscalité, etc., etc. Et depuis, il retrace parce que voilà, c'est celui qui est, on va dire, le plus exposé aux mesures de Trump, qu'elles soient positives ou négatives. Quand on a eu son élection, le Russell 2000 a littéralement
a eu le meilleur rallye haussier de Wall Street. Mais voilà, maintenant depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est celui qui affiche la plus forte, le plus fort repli. Excusez-moi. Euh, donc euh, donc voilà, c'est vraiment celui qui est exposé d'un point de vue fondamental à Donald Trump. Donc le Russell 2000 rebond à 1350, pareil, hein, les essais psychologiques qui jouent un rôle. Alors moi sur Wall Street, je suis plutôt neutre sur du court terme. Encore une fois, ça va dépendre de la Fed. Et en plus de cela, je vous rappelle, chaque semaine, depuis 3 semaines, on a Trump qui inquiète le marché. Il y a 3 semaines, c'était la Corée du Nord. Il y a la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines c'était la Corée du Nord. La semaine dernière, c'était par rapport donc à Charlottesville, le manque de condamnation du président américain suite à ces attaques. Et cette semaine, c'est le financement du Mexique. La semaine prochaine, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura des nouvelles inquiétudes, peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais en tout cas, Trump euh, augmente les inquiétudes du marché. En plus de cela, il n'y a aucune réforme qu'il avait promue tout au long de sa campagne qui a été passée. On a juste l'Obamacare qui est peut-être la plus à même à être votée, mais elle fait que des allers-retours entre le gouvernement et le Sénat. Voilà, donc pour le moment, il n'y a aucune réforme. Après 8 mois de mandat du nouveau président des États-Unis, eh bien aucune réforme n'est passée. Et Wall Street avait payé les marchés actions pour la baisse de la fiscalité. Et euh, le, euh, la baisse de la régulation, enfin voilà, on peut faire le tri dans toutes les normes euh, qui, euh, qui ralentit selon Donald Trump, et ce qui peut être vrai hein, en soi, mais bon après c'est un autre débat, et toutes ces réformes voilà qui peuvent potentiellement pénaliser le développement des entreprises. Voilà, donc ces deux réformes qui consistaient à baisser la fiscalité drastiquement et à faire un tri dans les normes, eh bien n'ont toujours pas lieu, n'ont même pas été proposées pour le moment. Il y a même pas eu de proposition de la part du gouvernement. 8 mois après. Donc voilà, il y a une perte de confiance, ce qui est assez logique hein, quand on y réfléchit un petit peu. Et maintenant, ce qu'il faudra garder un œil, eh bien, c'est sur ces deux réformes et surtout celle de la fiscalité. S'il arrive à faire passer celle de la fiscalité avec une baisse, comme il l'a dit, importante, pas une baisse de simplement 5%, parce que le marché réagira négativement à une baisse de seulement 5%, il a clairement martelé qu'il y aurait une baisse de 30 à environ 20 à 15%. Donc, euh, donc voilà, si on n'a pas cela, il est possible que Wall Street le fasse comprendre et vende tout de même les marchés actions. Donc voilà, c'est difficile d'avoir une opinion sur du moyen terme, mais en tout cas, tant qu'on a des nouvelles inquiétudes de Donald Trump, ça renforcera le manque de confiance. Voilà, donc difficile à vous dire sur le Russell 2000, comme sur le S&P, comme sur le Dow Jones, ou comme sur le Nasdaq. À la rigueur, le Nasdaq, c'est celui, selon moi, qui est le plus à même de progresser, étant donné que c'est celui qui progresse le mieux, et d'un point de vue saisonnalité, il progresse même pendant l'été, contrairement au Dow Jones, au S&P ou au Russell. Mais ça reste la même configuration d'un point de vue fondamental que le S&P ou que le Dow Jones. Si on regarde entre le S&P, on compare, alors, on compare le S&P au Dow, et on va le faire au Russell, vous allez voir, vous allez avoir les mêmes marchés. Russell 2000. Voilà, on a la même chose depuis le début de l'année, donc hop, year to date. Donc vous voyez Russell 2000 qui retrace, voilà, qui fait aucune performance depuis le début de l'année. Mais si on fait par rapport, allez, on va faire par rapport à l'élection de Donald Trump. Alors, on va enlever ça. L'élection de Donald Trump, c'était ici. Voilà. L'élection de Donald Trump, on a les mêmes, enfin, c'est les mêmes indices qui arrivent. Quasiment. Ça ressemble à la même chose. Donc, si vous êtes baissier sur la S&P, il y a de fortes chances que sur le Russell, vous serez baissier. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt baissier neutre sur Wall Street, que ce soit sur Dow Jones, sur le S&P, sur le Russell, et même, j'ai envie de dire, sur le Nasdaq. Voilà. Donc voilà, écoutez François, moi malheureusement, je vais pas, ça ne va pas être possible de vous donner un scénario clé en main, mais que ce soit sur le Russell ou le S&P ou n'importe quel autre indice, que ce soit européen ou américain pour le moment. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vois qu'il n'y a plus aucune question, donc
Donc va se donner rendez-vous lundi pour un débriefing de ce qui s'est passé avec Draghi et Janet Yellen. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et donc à lundi.